Je vais commencer cette intervention en essayant d'expliquer le rôle que je joue et qui a conduit votre association à me demander de venir devant vous. Je n'ai pas envie de parler de moi, mais je vais vous expliquer ce rôle qui notamment va redresser une erreur assez commune. Je n'appartiens pas au ministère de la transition écologique et solidaire. Donc je vais vous expliquer. Et puis, je suis ravi que l'erreur ait été faite, parce que ça permet d'expliquer les choses plus facilement. Et je vais après essayer de vous emmener, il y a une dizaine d'années, au moment où le plan que je suis chargé d'accompagner, de porter, s'est construit, pour vous dire les choix qu'avait le gouvernement, et puis vous dire ces choix, ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé, ce qu'il a reporté, ce qu'il a décidé de faire, et après essayer, dans la durée, avec 10 années de recul, de tirer un bilan de ce qui a été fait, pour que vous puissiez demain, dans vos travaux, disposer d'une trousse à outils. Il y avait des options possibles, il y en a qui ont été choisies, elles sont probablement discutables, comme tous les choix qu'on fait dans la vie. Et puis, il y a des progrès, il y a des ombres et des lumières que je ne vais pas cacher, et tout ça doit pouvoir nourrir vos réflexions. Alors, un mot d'abord sur pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de venir, parce que il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Jean-Louis Borloo m'a confié, plus exactement fait confier par le Premier ministre de l'époque, une mission qui s'est reconduite depuis, malgré les évolutions politiques. Cette mission, elle a sa source au lendemain du Grenelle de l'environnement de 2007, dans lequel, vous vous rappelez, notre pays avait réuni ce qu'on appelle les 5 familles du Grenelle. C'est intéressant de voir ce rassemblement qui s'était fait à la fin et qui mettait autour d'une table le patronat, les syndicats, les associations de protection de l'environnement, les collectivités territoriales et l'État. 5 familles. Dans une méthode dite Grenelle, le mot aujourd'hui est utilisé un peu dans tous les sens, mais la méthode Grenelle, c'est celle qui a mis un terme au désordre post-68, qui est, on enferme dans une pièce le patronat, les syndicats et le gouvernement. Alors c'était un jeune secrétaire d'État à l'emploi qui s'appelait Jacques Chirac, et ça se passe rue de Grenelle, dans les locaux du ministère du Travail, et vous ne sortirez de la salle, comme le conclave des évêques lorsqu'il s'agit d'élire un pape, vous ne sortirez de la salle qu'avec un résultat. C'est ça la méthode Grenelle, hein, avec un résultat. Ben, c'est ce qui s'est produit en 2007, où ces 5 familles très différentes, portant des intérêts qui sont évidemment disparates, réussissent à accoucher de quelques grandes orientations que je pense assez structurantes de notre avenir, et elles le font en prenant des engagements du Grenelle. Voilà les voies vers lesquelles on décide d'aller. Et tout ça a été mis en musique dans une loi de programmation qu'on appelle la loi Grenelle 1 du 3 août 2009, qui fixe à l'horizon 2050 des objectifs à atteindre. Et
parmi ces engagements du Grenelle, fruit de cette analyse commune des familles, le bâtiment et la ville. Mais le bâtiment arrive clairement comme premier dans les préoccupations et dans la volonté de s'engager pour plusieurs raisons que j'évoque tout de suite. Elles ne sont pas énoncées toutes, mais moi je vous le dis. D'abord, très mauvais élèves en termes de consommation d'énergie, 43, 44, 45%, les données varient, de l'énergie consommée en France, c'est par le bâtiment, essentiellement le chauffage, par le bâtiment. Deuxième donnée, mauvais élèves à l'identique des transports dans les émissions de gaz à effet de serre proche de 25%. Troisième élément, peut-être plus surprenant, mais dans cet énorme défi environnemental qui est alors mis en relief, il y a des gens qui disent et qui pensent que c'est plutôt moins difficile de peser sur l'évolution du bâtiment que ça l'est, par exemple, sur la transformation de notre agriculture ou des transports. Passer du transport individuel à un transport collectif propre, on devine qu'il va falloir des générations pour que ça se fasse, même si peut-être j'ai une impression d'accélération du sujet, mais il s'inscrit dans la durée. Et on pense que travailler sur le bâtiment, travailler principalement sur les logements, qui est un bien sur lequel à l'égard duquel chaque ménage a un attachement fort, va peut-être rendre possible la transformation ou l'évolution. Voilà. C'est des idées qui militent à ce que le bâtiment devient alors premier. Et si vous êtes un observateur averti des lois environnementales qui ont succédé, le titre 1 de toutes les lois, celle de 2010 qui met la trousse à outils en ordre de marche pour satisfaire les objectifs de 2009, la loi de transition énergétique, comme la loi Elan, comme énergie-climat, ils mettent le bâtiment en premier. Voilà. Donc, premier élément, celui-là. Et dans la foulée du Grenelle, Borloo qui m'avait repéré, j'étais alors président de l'Agence nationale de l'habitat. Je redis que je n'ai pas été fonctionnaire dans ma vie, je ne le suis pas aujourd'hui non plus. J'étais avocat à l'époque, mais j'étais président de cet établissement public qui s'appelle l'ANA. Borloo me repère, m'emmène dans le Grenelle, je joue les grouillots pendant qu'il participe aux réunions de 2007, et après il me confie ce qu'on a appelé un comité opérationnel, un COMOP, qui est celui sur la rénovation des bâtiments existants. Et là, on réunit plein de monde différents et on fait dans la foulée de ces groupes de travail du Grenelle des propositions. Et alors Borloo, qui a l'idée que les administrations ont parfois besoin d'être un peu stimulées, invente quelque chose qui me conduit devant vous, qui est quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas été dupliqué dans un autre secteur d'activité de notre pays. Il pense que ce sujet qui est une politique publique qu'il va mettre en place, a besoin d'une stimulation sur commande de l'État, mais à partir de l'appareil, à partir de la société dite civile. Et on vient donc trouver un gars qui est dans la société civile, métier d'avocat à l'époque, pour lui dire tu te débrouilles,
avec des moyens extraordinairement modestes, pour essayer de mettre sous tension la société, de façon qu'elle soit à la fois force de proposition, qu'elle soit exigeante, qu'elle rappelle en permanence à l'appareil administratif, national ou territorial ce qu'il faut faire, etc., etc. Et donc, à l'époque, il me dit, on était devenus très copains à ce moment-là, il me dit, est-ce que tu penses qu'il faut que je t'invente une délégation interministérielle au sujet, ou qu'on crée une agence? Et je lui dis, surtout pas. Surtout pas. La richesse de l'idée, c'est que je sois dans la société civile, surtout pas repéré comme étant dans l'appareil d'État. L'appareil d'État se contente de me faire une lettre de mission, et depuis plus de 10 ans, je ne fonctionne qu'avec des lettres de mission successives. Voilà. Alors ici, c'est un Premier ministre qui m'en fait un, là, c'est un ministre, c'est 2 ministres, celui du logement et celui de l'écologie. Là, c'est un ministre d'État de l'écologie, Nicolas Hulot, qui fait une lettre tout seul, parce qu'alors, il a des problèmes avec le ministre du logement, etc. Tout ça n'a aucune importance. Et en ce moment, c'est une lettre de mission qui est en train de se repréparer à la double signature de Julien de Normandie et Emmanuel Vargon, qui sont en charge de nos sujets. Tout ça n'a aucun intérêt, sauf à dire que l'État persiste dans l'idée qu'il faut qu'il y ait un relais puissant dans la société dont il est l'inventeur, parce que c'est une mission confiée par l'État, pour lequel on m'a donné 3 emplois permanents que j'ai, et le reste, pas 1 euro. Moi, je suis complètement bénévole depuis 10 ans, 11 ans, et c'est très bien comme ça, et pas 1 euro à dépenser, ce qui est la chose la meilleure qu'on ait pu nous faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas une agence, quelqu'un qui vient demander de l'argent. Je ne suis là que pour créer de la stimulation. Alors comment est-ce qu'on a fait? Vous irez regarder ça sur le site Plan Bâtiment Durable. On a inventé des choses assez simples, un bureau que je réunis tous les mois, 11 fois par an, depuis 2009. Hier, je l'ai réuni, où il y a en gros les représentants de tous les intérêts différents, de tous les intérêts par hypothèse différents, qui intéressent à la fois l'offre de services, la demande, les collectivités territoriales. Hier, par exemple, la région Hauts-de-France est venue nous présenter le déploiement incroyable qu'ils sont en train de mettre en place pour accompagner les ménages dans la prise de décision. Voilà un exemple, et on a discuté avec eux, et il y avait des représentants des administrations centrales qui ont appris des choses, qui ont essayé de voir comment le projet national pouvait s'inspirer de ces projets territoriaux. Et puis, on a eu un rapport qu'on a validé, nous, mené par 2 personnes de talent, sur la santé dans le bâtiment, en pensant que c'est une approche où on n'est pas bon depuis longtemps, parce que on a des approches plus d'ingénieurs des sujets, c'est-à-dire qu'on parle bâtiment plus que des gens qu'il y a dans le bâtiment, et quand on parle des gens, on a des approches plus économiques que sanitaires, parce qu'on parle de leur portefeuille, de leur capacité contributive, du reste à charge plus que de leur santé, et on pense qu'il faut être meilleur là-dessus, s'intéresser à la santé et au bien-être des gens, et donc on a adopté un rapport que vous verrez, qu'on va diffuser. Donc depuis ce bureau, puis on a l'Assemblée Générale que je réunis 3 fois par an, il y a 3 à 4 fois par an, il y a 300 personnes à chaque fois, et tous ceux qui représentent des intérêts collectifs sont les bienvenus à l'Assemblée Générale, sauf pour le climat. Je ne sais pas s'il est dans la liste, mais s'il n'est pas dans la liste, demain il y est.
Il suffit de demander pour y venir. On fait une fois par an un congrès. C'était la semaine dernière, 1700 personnes, 1690 pour être juste, ont émargé, étaient présents à ce congrès qui se tenait à Angers. Ça fusait, ça phosphorait dans tous les sens et on voit qu'on a vraiment beaucoup évolué, ce que je vais essayer de vous montrer dans mon intervention. Et puis, l'essentiel, des groupes de travail où on a chargé des gens par hypothèses différentes, par hypothèses ayant des expériences diversifiées, de réfléchir ensemble à des propositions. Et en étant un tout petit peu immodeste, je vous dis que la plupart des choses qui ont été inventées, on peut les trouver bonnes ou pas bonnes, mais qui ont été inventées pour baliser le parcours vers des bâtiments sobres en énergie et à faible empreinte environnementale, vient des groupes de travail que j'ai créés. Et on comprend assez bien qu'un groupe de travail où vous mettez des gens qui ont des visées, des expériences très différentes, accouchent forcément de solutions qui sont des solutions qui seront opérationnelles, parce qu'ils sont arrivés à faire la synthèse de leur position. Et quand vous livrez ça à des administrations dont la qualité première n'est pas la créativité, elles n'ont pas été inventées pour ça, c'est pris. Et quand c'est donné au cabinet du ministre, dont le temps pour être inventif est faible, où la capacité de réfléchir, le temps qu'il consacre à sa capacité de réflexion est faible, il se nourrit des propositions et c'est relayé. Et quand un ministre vient porter devant le Parlement une proposition qui a été élaborée par la société, les parlementaires la retiennent parce qu'ils n'ont pas de raison d'aller contre ce qui leur est présenté comme étant quelque chose qui est assez unanime. Voilà. Donc, je ne vous raconte pas toutes ces propositions, mais ça a fonctionné comme ça. Et aujourd'hui, le rôle qu'on joue, c'est un rôle ascendant, faire monter de tout ce qu'on observe sur le territoire, faire remonter ça vers nos décideurs politiques, un rôle descendant, raconter et mettre à l'examen de cette société ce qui se décide ou ce qui se prépare en haut, et puis animer sur les territoires une dynamique de l'action, parce que le temps de la réflexion commence à être un peu derrière nous et il faut aller à l'action. Voilà, donc premier point, voilà pourquoi je suis là devant vous. Deuxième point, les choix qui étaient possibles, et sachez qu'il y a des pays qui ont fait des choix qui ne sont pas les nôtres, les choix qui étaient possibles lorsque, au lendemain du Grenelle, on dit il faut travailler sur le bâtiment. Premier choix, approche par l'énergie, approche par le carbone, approche par les deux, pour l'interrogation. Réponse, choix de Borloo, approche par l'énergie, en pensant que l'économie d'énergie qui va être suscitée a des effets de réduction de nos émissions, par voie de conséquence, mais pas approche plein pot par le paramètre carbone, en considérant que si on veut que la société s'approprie le sujet, il est plus facile de lui parler économie d'énergie. Je ne suis pas ici pour débattre avec vous à cet instant, je répondrai à vos questions, mais je vous dis, premier choix. Et ce premier choix, vous verrez dans le parcours qu'il est arrivé le temps où nous, plan bâtiment durable, nous avons posé sur la table, et on a fait ça dès le lendemain de la RT 2012, nous avons posé sur la table le fait qu'il était nécessaire maintenant de couper court au cycle, alors je parle que de la construction, là, au couper court au cycle des réglementations thermiques, c'est-à-dire que l'isolation du bâtiment au-delà de 50 kWh par mètre carré par an, ce serait trop, qu'on est arrivé à un terme,
et que le sujet est maintenant de mettre en œuvre un deuxième paramètre qui est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en prenant en compte le poids carbone du bâtiment au cours de son cycle de vie. Et c'est ce que nous avons fait en expliquant, phrase que vous avez revue partout, la prochaine réglementation ne sera pas thermique, elle sera environnementale. Cette idée-là, elle a fini par bien infuser, diffuser, et elle a été assez largement partagée. Deuxième choix qui s'est produit, est-ce qu'on travaille sur la construction ou est-ce qu'on travaille sur l'existant? Est-ce qu'on travaille sur le flux? Est-ce qu'on travaille sur le stock? En sachant que les enjeux quantitatifs sont évidemment pas les mêmes. Enjeu sur le flux, c'est 1,5% de renouvellement du stock chaque année. Donc il faut 80 ans pour espérer avoir 100%, et qui est faux parce que, évidemment, l'existant perdure. Il y a des pays où l'obsolescence des bâtiments est beaucoup plus rapide que chez nous. Mais nous, on construit pour l'éternité, donc les bâtiments perdurent. Est-ce qu'on travaille sur le flux ou est-ce qu'on travaille sur le stock? Et on a décidé de travailler sur les deux. Choix français, sachant que le travail sur le stock est beaucoup plus compliqué que le travail sur le flux, parce qu'on travaille sur l'existant, parce qu'on parle rénovation, qui est quelque chose qui n'est pas naturel chez les propriétaires de bâtiments, qui n'ont jamais retouché sérieusement leur bâtiment pour beaucoup d'entre eux, et on s'adresse, autant quand on parle de flux, c'est-à-dire de construction, on a en face de soi des interlocuteurs professionnels, promoteurs, constructeurs, autant quand on parle du stock, on a face à soi des non-professionnels que sont principalement les ménages ou des non-professionnels de l'immobilier que sont les commerçants, les artisans, les gens qui utilisent des locaux. Donc, deuxième choix. Troisième choix, est-ce qu'on va se concentrer sur les logements ou est-ce qu'on va se concentrer sur aussi sur le parc tertiaire? Réponse française, les deux. On va s'attaquer à l'ensemble du champ, même si les importances respectives des deux champs ne sont pas identiques. Le seul parc qu'on a laissé de côté, c'est le parc des locaux industriels, en considérant que les process qui sont dedans, en termes de consommation et d'émissions, l'emportent sur l'enveloppe bâtimentaire et que ça aurait été très compliqué d'embarquer ce sujet-là. On peut aussi contester ce choix, mais c'est celui qui a été fait. Et après, à l'intérieur des logements, est-ce qu'on va à la fois travailler vers le parc public ou le parc privé? Parc public, l'habitat social, parc privé, le reste des logements. Il y a en France 33 millions de logements, dont 5 millions de logements HLM. Donc on a dit que les logements HLM, on allait évidemment travailler fortement dessus, mais qu'on ne pouvait pas se cantonner à cela, qu'on allait donc jouer sur l'ensemble du dispositif. Est-ce qu'on va s'occuper des logements collectifs et ou des maisons individuelles, sachant que pour une surface identique en termes de consommation d'énergie, une maison individuelle consomme généralement, on dit généralement qu'elle consomme le double d'un appartement. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur les maisons, sachant qu'on a en France 12 millions de maisons individuelles, ce qui est un chiffre important sur les 33 millions de logements qu'on évoque. Réponse, on va essayer de s'occuper de tout. Est-ce que du côté du parc tertiaire, on va se contenter de parler au tertiaire privé, ou est-ce qu'on va s'occuper du tertiaire public, le parc de l'État, le parc des établissements publics, le parc des collectivités territoriales? On décide du tout et l'État prend même le risque d'énoncer dès la première loi de 2009 qu'il sera exemplaire, ce qu'il n'a pas été, mais il n'est pas trop tard pour l'espérer. Donc voilà sur ce parc-là. Et puis,
Est-ce qu'on va se contenter de travailler sur les résidences principales, sur les 33 millions de logements que j'évoque? Les résidences principales, c'est 28-29 millions. Est-ce qu'on va travailler sur les résidences principales et oublier les résidences secondaires, sachant que c'est peut-être pas très malin, parce que la résidence secondaire est pour beaucoup de gens la résidence principale de demain. Et là, on fait le choix de travailler sur les résidences principales pour une simple raison, non pas d'intelligence, mais de budget. C'est déjà compliqué d'irriguer un peu les aides nécessaires à la transformation des résidences principales, donc on laisse de côté les résidences secondaires. Et puis après, il y a un choix tout à fait puissant, et la question, elle est encore débattue, et elle le sera encore longtemps. Est-ce qu'on va aider principalement les pauvres, ou est-ce qu'on va aider tout le monde? Et là, ce sujet-là, moi, c'est le premier sujet que j'ai traité en me préoccupant de la lutte contre la précarité énergétique. Et c'est le premier groupe de travail qu'on a lancé, c'est les premières décisions qu'on a prises. Et nous avons fait le choix de faire une priorité d'aide aux gens les plus fragiles, qui occupent généralement des maisons individuelles situées en territoire diffus. Le modèle, c'est un retraité, ancien commerçant ou ancien artisan qui habite cette maison, ce pavillon. Le mot pavillon est plus adéquat que maison, avec ce côté, on l'a construit dans les années 60-70, à une époque où l'accès à l'énergie n'était pas un sujet, et donc on n'a pas isolé les combles, par exemple. Et ce gars-là, il chauffe l'air extérieur. S'il continue à alimenter sa chaudière, il chauffe l'air extérieur. Voilà. Est-ce qu'on va mettre l'accent vers ces gens fragiles, qui ont froid, pour un grand nombre d'entre eux, qui ont froid chez eux, ou est-ce qu'on va essayer de diffuser l'aide et l'information à tout le monde? Et là, il y a eu des évolutions, en ce moment, il y a une bagarre féroce autour du crédit d'impôt pour savoir si on va continuer à aider les gens aisés qui bénéficient du crédit d'impôt un peu avec un effet d'aubaine. Quand je dis ça aux artisans du bâtiment ou aux représentants de la Fédération du bâtiment, ils m'engueulent, tout en ne contredisant pas mon propos, ils m'engueulent parce que voilà des carnets de commandes qui sont remplis par les gens aisés, et les gens aisés sont aussi ceux qui permettent l'apprentissage du métier, qui permettent aux entreprises d'être meilleures parce qu'elles ont de l'activité qui leur permet d'acquérir l'expertise nécessaire. Donc, c'est un sujet qui n'est pas un sujet simple. Moi, je continue à faire une priorité l'aide aux plus fragiles, c'est-à-dire les déciles 1, 2, 3. Hein, et ça a pour effet un phénomène gilet jaune qui est, mais nous qui avons un emploi, qui sommes propriétaires et qui sommes juste au-dessus de ces déciles-là, on ne nous aide pas, on nous oublie, nous ne sommes pas aidés au bon niveau. Voilà. La politique, elle est là aussi pour faire des choix. Et dernière question dans les choix, carotte ou bâton? Et là, il est fait un choix en 2009 qui est que le choix est radical. Hein, ce serait une folie d'entrer dans l'obligation de travaux. Alors, à ce moment-là, ce serait une folie. Pourquoi? Pour au moins deux raisons. La première raison, si